Merci, chers amis, d'être venus pour Toujours. écouter Perrine, que nous avons écouté il y a quelques semaines sur les Juifs et la modernité. Et comme vous le disiez, l'annonce, aujourd'hui, elle va nous parler de République, socialisme et judaïsme. Donc, Perrine, quand tu veux. Bah, écoute, merci beaucoup, merci de votre invitation. Donc, si vous trouvez que je parle trop longtemps, vous m'interrompez, hein, vous me coupez. Donc, l'idée, c'est de poursuivre un petit peu le tour d'horizon qu'on avait commencé à faire ensemble il y a un peu plus d'un mois sur le rapport donc, des Juifs et de la modernité, en l'occurrence des Juifs français et de la modernité politique, c'est-à-dire des années, je vais me situer aujourd'hui, autour des années 1890, 1880-1890, donc la toute jeune Troisième République. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est la manière dont la volonté d'instaurer une religion laïque par cette Troisième République, par les républicains, fait du religieux, à cette époque-là, un élément à part entière du débat politique. Hein, mon idée, c'est toujours la même, c'est-à-dire que l'historiographie républicaine a en quelque sorte occulté le rôle qui a été au XIXe siècle, celui du religieux, et que nous avons tout intérêt à le restaurer, ce rôle, pour pouvoir répondre aux questionnements que nous rencontrons dans la société actuelle. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce religieux, à la fin du XIXe siècle, suscite l'intérêt de la philosophie, mais aussi, on va le voir, de la sociologie, de l'anthropologie, voire même de la psychologie. Il s'agit en fait, pour les savants de l'époque, parmi lesquels donc un certain nombre de juifs, d'en saisir l'essence en le rapprochant de la nature et du besoin social de l'homme. La conscience religieuse, donc, s'invite, et vraiment sous ce syntagme-là de conscience religieuse, directement ou indirectement dans le combat en faveur d'une société plus juste et d'une morale démocratique. Alors, les Juifs dont je vais parler ce soir sont un petit groupe qu'on trouve à l'époque regroupé autour de Gambetta, dont ils forment le proche entourage, comme ils le seront plus tard autour de Lucien R, le bibliothécaire de l'école normale, ou de Péguy. Et ces Juifs, donc, sont ceux que Pierre Birnbaum avait évoqués dans ces fous de la République, un petit groupe donc, qui joue un rôle central parmi l'élite républicaine. Mais mon idée, c'est que leur attachement au judaïsme permet en quelque sorte de les singulariser également à l'intérieur de cette élite. Vous savez que ce qui se passe, c'est que c'est la Troisième République qui finalement accorde aux Juifs l'intégralité, je dirais, de l'intégration dans la société civile, puisque c'est elle qui leur permet d'accéder à la fonction publique, à l'exception toutefois de quelques corps, comme le corps diplomatique ou encore à l'époque l'inspection des finances qui se distingue par un recrutement endogame. Ces Juifs vont donc non seulement œuvrer à l'installation de la République, à l'enracinement de la République, mais aussi à la construction des grandes lois républicaines qu'on connaît, c'est-à-dire les lois pédagogiques notamment, mais il y a aussi la loi Naquet sur le divorce, ces lois donc qui régissent l'instruction et qui vont petit à petit modeler en quelque sorte le visage d'une France républicaine entre 1880 et 1900. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la pédagogie est vraiment au cœur de leur engagement, à l'image de Durkheim, donc d'Émile Durkheim, qui, vous savez, va être, à partir de 1902, le suppléant de Ferdinand Buisson à la chaire de pédagogie du Collège de France, avant d'y être élu en tant que tel, ès-qualité, pardon, en 1906. Hein, et vraiment, dans l'œuvre de Durkheim, l'éducation est partie prenante
de la sociologie, dans la mesure où la sociologie a pour but, évidemment, de construire la science, de fonder la science démocratique. Alors, ça, c'est très connu des historiens, je dirais, et vous pouvez le lire chez beaucoup d'historiens. Ce qui l'est moins, à mon avis, tient dans la manière dont le judaïsme, qu'il emprunte alors le visage soit de la sociologie, soit de la philosophie, donc affirme, comme il l'a fait avant, dans les années qui ont précédé, la singularité de sa rencontre avec la modernité. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en réalité, si on travaille sur l'œuvre de ces intellectuels juifs, puisque on peut utiliser le terme intellectuel qui, vous le savez, apparaît en 1898 avec l'affaire Dreyfus et le manifeste des intellectuels, si on se concentre sur l'apport de ces intellectuels juifs au credo républicain, on s'aperçoit que la morale laïque dont on nous entretient traditionnellement n'a pas tout à fait la même figure que ce qu'on nous en dit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une sécularisation, d'un processus de sécularisation d'un discours religieux qui se transformerait, je dirais, en engagement ou en foi républicaine, d'où le religieux serait absent. En réalité, le religieux reste présent dans cette morale laïcisée. Et c'est un petit peu ce que je voudrais vous montrer en essayant de vous montrer comment le religieux prend en quelque sorte le visage de figures politiques, que ce soit le messianisme, que ce soit le socialisme, ou que ce soit même, chez Bernard Lazare, l'internationalisme. Donc, si vous voulez, il y a une mutation du religieux. Alors, je dirais, il y a une double mutation du religieux. On va la voir ce soir. Enfin, je ne sais pas jusqu'où j'aurai le temps d'aller. Il y a je dirais, la mutation la plus simple est celle que lui fait accomplir Durkheim dans la sociologie, mais ça, vous le connaissez bien, c'est-à-dire une forme, la conscience religieuse devient en quelque sorte ce qu'il appelle le fait religieux, donc un fait social autour duquel se constitue la société. D'accord? Bon, ça, c'est assez connu. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est en quelque sorte comment la morale laïque qu'ont énoncée un certain nombre de jeunes juifs autour des années 1880 a conservé en réalité des traits religieux qu'ils ont empruntés au judaïsme. Et comment cette morale donc a pris le nom de républicanisme ou de socialisme au début du XXe siècle. Je vais donc essayer de me concentrer sur quelques exemples. Moi, on pourrait en parler une année entière. J'ai choisi 2 exemples, ou 3, je ne me rappelle plus. Le premier, c'est un groupe de juifs, de jeunes juifs qui vont créer une revue de philosophie qui existe toujours aujourd'hui, que peut-être certains d'entre vous ont vu, enfin, ou lu ou vu, parce qu'on la vend toujours dans les quelques librairies qui restent. C'est la revue de métaphysique et morale. Et donc, je voudrais essayer de vous montrer qu'est-ce que veut dire le fait de créer en 1893 une revue de métaphysique et de morale. Et vous dire que la revue existe toujours aujourd'hui, c'est en quelque sorte illustrer son importance à travers les années dans l'histoire de la philosophie française. Et puis, si j'ai le temps, on pourra parler de Durkheim et de la sociologie. Alors donc, premier point, l'examen de cette morale laïque à travers la création de la revue de métaphysique et de morale. La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi des jeunes juifs qui appartiennent tous
à la même cohorte générationnelle, c'est-à-dire ils sont nés autour de 1870. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent de s'engager dans la philosophie? La première raison est tout à fait pratique, si je puis dire, c'est le charisme d'un maître, d'un grand professeur de philosophie, parce que ceux qui fondent la revue de métaphysique et de morale sont tous passés par la même classe du lycée Condorcet, la classe de philosophie, et l'enseignement d'un philosophe qui s'appelle Alphonse Darlu. Darlu, ça s'écrit D-A-R-L-U, auquel ils ont voué une admiration éperdue. Ce dont je parle, donc ces jeunes juifs, je vous en donne les noms parce qu'on va les retrouver. Le premier s'appelle Xavier Léon. C'est celui qui va avoir un rôle central, mais je dirais c'est le moins connu de la bande. Il y a ensuite Léon Brunswick, qui, vous le savez, va être l'un des grands maîtres de la Sorbonne au début du XXe siècle avec Bergson. C'est l'une des figures maîtresses de la philosophie française rationaliste au début du XXe siècle. Il y a ensuite les frères Halévy, dont vous avez peut-être entendu parler, Élie Halévy et son frère Daniel, Marcel Proust, Léon Blum, Robert Dreyfus. Donc, si vous voulez, tous ces jeunes juifs sont passés par cette classe d'Alphonse Darlu. Et si vous vous souvenez de Jean Santeuil, donc l'un des premiers romans de Proust, il évoque cette classe de Darlu. Donc, il ne l'appelle pas Darlu, il s'agit de Monsieur Bellier. Et voici ce qu'il en dit. Monsieur Bellier ne pensait jamais que pour dire la vérité et ne parlait jamais que pour dire sa pensée. Donc, on a dans Jean Santeuil, je vous renvoie aux différents passages, une très forte évocation, donc vous imaginez, de l'impression que fait sur de jeunes esprits la philosophie telle que l'enseigne Darlu. Seconde raison pour la création d'une revue, c'est aussi une envie d'agir. C'est-à-dire, c'est aussi un engagement, en réalité, aux côtés de la République. Et un engagement qui est philosophique. Alors, peut-être quelques mots sur les trois fondateurs de la revue. Et le premier, Xavier Léon. Xavier Léon, il appartient à la bourgeoisie juive alsacienne. Son grand-père, Michel Lévy, est d'ailleurs l'un des pionniers de la médecine militaire et un de ses oncles sort major de Polytechnique en 1864. Et donc, Xavier Léon, en quelque sorte, est élevé dans ce qu'on pourrait dire le culte à la fois de l'hygiène et de l'école polytechnique. Mais lui choisit la philosophie. D'ailleurs, il va publier entre les deux guerres une étude qui restera longtemps l'une des études majeures parues en France sur le philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, Fichte. Il choisit la philosophie, mais immédiatement, si vous voulez, il se met en marche parce qu'il refuse de se soumettre aux étapes du cursus universitaire, c'est-à-dire qu'il renonce à passer l'oral de l'agrégation. Ne pas passer l'oral de l'agrégation, ne pas être agrégé, ça veut dire ne pas pouvoir faire une carrière universitaire. Et donc, c'est le point de départ de la revue parce que Xavier Léon va devenir ce qu'on appelle une sorte d'entrepreneur intellectuel. Et il va mettre au service de la revue le capital financier de sa famille. Si je vous parle de Xavier Léon, c'est qu'il va, dans le sillage de la revue, créer deux autres institutions qui sont absolument centrales dans l'histoire de la philosophie française. D'une part, les congrès internationaux de philosophie, dont le premier se tient à Paris en 1900, au moment de l'exposition universelle, mais surtout, en 1901, la Société française de philosophie. Et jusque dans les années 50, si vous regardez les comptes rendus de la Société française de philosophie, vous voyez les débats les plus passionnants
qui animent donc cette philosophie française. Xavier Léon va être engagé dans le camp Dreyfusard, donc il va mettre immédiatement la revue au service de la révision. En 1898, la même année, il devient membre de l'Alliance israélite universelle et on pourrait dire que jusqu'à sa mort en 1935, il occupe finalement un magistère encore plus important que s'il avait eu une chaire de philosophie à la Sorbonne. Les deux autres protagonistes, Élie Halévy et Léon Brunswick, eux, sont parfaitement dans les purs, c'est-à-dire qu'ils suivent le cursus honorum, ils sont normaliens. Celui dont vous avez sans doute entendu parler, c'est Élie Halévy, qui naît donc en 1870 et qui meurt prématurément en 1937 parce que, d'une part, il sera un proche de Raymond Aron, enfin, il sera l'un des maîtres d'Aron, on pourrait dire en pensée, et surtout parce qu'après avoir été très, très longtemps oublié, Élie Halévy est maintenant revisité, notamment pour une conférence qu'il avait donnée. C'était un spécialiste de l'histoire du socialisme et de l'histoire de l'Angleterre au XIXe siècle. Il enseignait à l'École libre des sciences politiques et c'est lui qui a fait cette célèbre conférence qui s'appelle «L'ère des tyrannies». Élie Halévy est l'un des premiers à avoir, d'une part, utilisé le terme de totalitarisme, mais surtout montré, entre les deux guerres, le parallèle qu'il y avait entre le nazisme et le stalinisme. Et donc, si vous voulez, cette figure longtemps oubliée est aujourd'hui largement réétudiée. Et donc le troisième, Léon Brunswick, né en 1869 et mort en 1944, et donc je vous ai dit ce célèbre professeur qui enseignera à toute la génération des Sartre, Aron, Nizan et Merleau-Ponty. Quand Nizan publie Les Chiens de garde à la fin des années 20 pour dénoncer la philosophie française, il a évidemment en ligne de mire Léon Brunswick. Et le trio va être rejoint par tout ce que la philosophie française compte comme jeune gloire, donc au début du XXe siècle. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est comment finalement cette revue de métaphysique et de morale va jouer un rôle absolument central dans l'histoire intellectuelle et dans l'histoire politique française. Un rôle central d'abord parce qu'elle fonde une nouvelle philosophie. Elle s'appelle Revue de métaphysique et de morale. Or, qu'est-ce qui règne en France au moment où la revue est créée? C'est le positivisme. C'est la philosophie d'Auguste Comte. Donc, à la fois une forme de science reposant sur l'empirie et puis de philosophie de l'histoire. Or, se revendiquer comme métaphysicien, c'est en réalité à l'époque revendiquer un rôle pour l'homme dans la réalité historique. Ce qu'affirme la revue de métaphysique et de morale, c'est de rétablir la place du sujet historique. Et ce faisant également de réclamer une certaine place pour la philosophie, c'est-à-dire la place la plus haute, à savoir qu'elle proclame qu'il y a certains problèmes éternels auxquels seul le philosophe peut répondre. Parmi ceux-là, évidemment, la question philosophique par excellence, celle de la liberté. Donc vous voyez déjà le lien qui se noue, en quelque sorte, avec le discours républicain. C'est la figure de Descartes, célébrée en 1896 à la Sorbonne et qui donne lieu à un numéro très important de la revue en juillet 1896, qui va, si vous voulez, célébrer en quelque sorte cette ambition métaphysique à laquelle Kant avait renoncé. Mais ce qui est intéressant dans la revue, donc revue de métaphysique et de morale,
on voit bien qu'il y a un aspect pratique immédiatement revendiqué pour cette philosophie, c'est-à-dire qu'il s'agit de définir à la fois les principes de la connaissance, mais aussi les principes de l'action. Il faut orienter la République, mais il faut aussi y agir. Et donc, priorité est donnée aux idées qui servent à éclairer l'action politique et sociale. Aussi, la philosophie n'est jamais pensée seulement comme une science, mais d'abord comme une philosophie pratique. D'où le fait que la revue couvre toutes sortes de domaines. Si vous voulez, elle a un spectre extrêmement large. Ça va de la métaphysique aux mathématiques, à la sociologie. Les premiers articles de Durkheim sont publiés dans la revue de métaphysique et de morale, même si, en fait, Durkheim va chercher, comme vous le savez, à émanciper la sociologie de la tutelle philosophique. Alors, bon, vous me direz, où est-ce que se situe le judaïsme? Ce serait absurde de considérer l'œuvre des philosophes ou des sociologues juifs de la fin du XIXe siècle comme le reflet en quelque sorte direct de leur appartenance au judaïsme, d'autant plus qu'aucun ne le revendique au premier chef. D'ailleurs, c'est intéressant, on en parlera la prochaine fois, c'est ce que donne à voir Proust dans La recherche du temps perdu. C'est-à-dire qu'il montre bien dans l'ensemble des figures qui habitent le roman qu'elles ne sont jamais la traduction directe d'une situation sociale ni d'une position. Donc, le judaïsme n'intervient plus, on pourrait dire, en tant que tel, c'est-à-dire qu'il n'intervient plus comme il le faisait auparavant, on a vu, chez les savants de la science du judaïsme, comme un sujet à part entière. Et il faut pouvoir comprendre que, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il fournit un cadre à l'ensemble de leurs réflexions politiques et sociales, cherchant à annoncer une morale pour le siècle à venir. C'est-à-dire qu'on est, là encore, au-delà de l'engagement de Réfusard le plus direct, ce que cherchent à faire ces philosophes, en s'appuyant sur une éthique qu'ils trouvent dans le judaïsme, c'est finalement à fonder la République du siècle à venir. Il faut donc travailler à établir une morale. Et celle-ci a une double tâche, traduire, je vous l'ai dit, dans la forme d'une philosophie pratique, l'accord entre l'individu et le ou les groupes auxquels il appartient, et ménager dans la réalité du quotidien une place pour les idées. Dès lors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le projet éducatif, le projet pédagogique qui doit être lu, qui doit être considéré comme le résultat de cette ambition philosophique. Et donc, on en vient à cette fameuse morale laïque dont j'ai parlé au commencement, dont je voulais vous montrer qu'elle était beaucoup plus finalement que la simple sécularisation de thèmes religieux. C'est-à-dire que morale et pédagogie sont considérées comme deux faces d'une même philosophie et font toutes deux signe vers l'histoire. D'où les deux axes qui formeront le programme de travail de la revue, articuler, je l'ai dit, la pensée et l'action, et puis définir une morale qui constitue la modernité comme le résultat, comme l'horizon de l'accord entre l'individu et le collectif. Et donc, c'est cet ancrage dans le réel, c'est la manière dont la pensée se construit en se confrontant sans cesse à des situations concrètes qui font l'originalité de la revue. Et les philosophes de la revue n'ont pas toujours été tendres envers la République. Au contraire, ils ont été très critiques de cette République opportuniste, donc qui domine la fin des années 1890. Ils ont été très critiques aussi du bloc des gauches. Et le plus intéressant dans la revue, c'est la dernière rubrique, celle qui s'appelle questions pratiques. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que cette morale reprend par de nombreux traits le portrait du judaïsme qu'avaient institué les savants de la science du judaïsme, c'est-à-dire qu'elle adopte les traits de l'universel juif,
à savoir que l'individu affirme sa solidarité avec l'ensemble de ses contemporains et cherche à agir dans le monde selon une maxime qui transcende les intérêts particuliers pour se concevoir un avenir commun, mais sans jamais s'effacer. Et donc, vous voyez là tous les frottements, la zone de frottement qui peut intervenir avec, par exemple, un socialisme à la Jaurès, ou la formulation, la reprise de la théorie marxiste par quelqu'un comme Jules Guesde. Le socialisme et l'universalisme vers lequel tendent les philosophes de la revue de métaphysique et de morale n'effacent jamais l'individu derrière le collectif. D'autre part, c'est une forme de socialisme ou d'universalisme qui se réfère toujours à l'existence d'une loi qui dépasse l'individu et qui le pousse à agir. Et c'est cette loi, en réalité, que les philosophes de la revue de métaphysique et de morale vont identifier aux religieux. Alors, ce qui est assez intéressant d'ailleurs là aussi, parce que sur les questions de laïcité, par exemple, les philosophes de la revue de métaphysique et de morale vont adopter une position très singulière dans le camp républicain, à savoir qu'ils prônent une sorte de paix morale. Ils expliquent que le rôle de l'État n'est pas de faire la guerre aux bonnes âmes, mais de représenter l'état d'âme commun. Donc, si vous voulez, ils sont en quelque sorte beaucoup plus pragmatiques que l'ensemble des républicains. Alors, donc voilà pour la revue de métaphysique et de morale. Elle trouve un prolongement ou un accompagnement dans ce qu'on peut appeler une religion du prophétisme. Et cette religion du prophétisme, c'est, je dirais, l'un des modes d'intervention des intellectuels juifs les plus caractéristiques de cette fin du XIXe siècle. Elle se réfère, évidemment, elle renvoie au célèbre livre, vous savez, de James Darmstaedter en 1892, qui porte le titre « Les prophètes d'Israël » et qui va articuler autour du rôle joué par le peuple dans l'avènement de la prophétie, à la fois, je dirais, le motif théologique et sa transposition en politique. Et donc, on voit bien que ce que fait Darmstaedter, et qui est tout à fait singulier du judaïsme français, qui le distingue d'ailleurs du judaïsme allemand et qui montre que le judaïsme français, d'une certaine façon, n'est pas intellectuellement indigent par rapport, je dirais, aux Allemands de l'époque, de gens comme Hermann Cohen ou Walter Benjamin, qui représentent les grandes figures philosophiques. Ce qu'il montre, c'est que théologie et politique sont en quelque sorte entremêlées, et il assigne aux savants la mission de concilier science et religion. Donc, vous voyez que le religieux, il n'est pas du tout absent en 1890 et il n'est pas du tout, il n'est pas que laïcisé, il conserve un rôle à travers le prophétisme. Alors, on pourrait, mais j'en ai évidemment pas le temps aujourd'hui, se demander pourquoi ce sont ces figures du prophète qui vont cristalliser le débat, et il faudrait remonter aux discussions, aux débats qui ont lieu à l'époque avec l'école l'école historique allemande, et avec quelqu'un comme Wellhausen qui travaille sur la recomposition du document biblique en montrant qu'en réalité la Bible est beaucoup moins ancienne que ce qu'on prétend. Mais ce que fait Darmstaedter, c'est non seulement, je dirais, prendre position sur le plan théologique, mais aussi sur le plan politique. C'est-à-dire que ce visage du prophète, il correspond aussi à la manière dont les savants juifs vont concevoir l'intervention du peuple dans la République. À savoir que le peuple est pour eux le seul capable de
faire entendre l'élan vital qui l'animait au temps des anciens Hébreux et qu'il est urgent de ressusciter. Donc vous voyez que là aussi, souvenez-vous de ce paysage républicain. On est à la fin du 19e, au début du 20e. La République est à peine consolidée qu'elle est déjà mise en question. Elle est mise en question par les nationalistes, mais elle est aussi mise en question par les socialistes, notamment en 1906, il y a des grandes grèves. Et les Juifs, eux, vont expliquer qu'il faut entendre il faut entendre cette parole du peuple, mais c'est un peuple qui n'évoque pas du tout sur le même, je dirais, le même ton que le font les marxistes. Il y a dans le retour au message prophétique l'idée que pour répondre aux pathologies de la modernité et aux idéologies qui la contestent, il est nécessaire de reposer sur une vision morale. Et cette vision morale a pour rôle de convaincre l'opinion de la vocation de la République à assurer le bien-être du plus grand nombre. Pour ma part, je trouve que c'est un message assez actuel. Je pense qu'on aurait intérêt à relire les prophètes d'Israël. Ce qu'affirme Darmstaedter, c'est que ni la science ni la religion ne peuvent à elles seules suffire à faire le bonheur de l'humanité. Ce qu'elles font, c'est qu'elles indiquent une direction et qu'il faut en quelque sorte les associer pour mieux les dépasser, et que ce dépassement va chercher son souffle précisément dans l'esprit des prophètes, à savoir dans le mode qui dicte la manière dont l'action se nourrit de l'esprit. Et donc, vous voyez qu'il y a un parallélisme entre ce message de Darmstaedter et la revue de métaphysique et de morale. On n'est jamais dans l'esprit coupé de l'action et on n'est jamais dans l'action qui serait indépendante de l'esprit. Et donc, vous voyez que le prophétisme, ça n'est pas une période de l'histoire antique, de l'histoire juive, mais c'est bien un mode d'être au monde, c'est-à-dire un mode d'être qui enjoint à l'homme, pour réaliser son humanité, de poursuivre des idéaux de justice et de charité. Et donc, on assiste ici à une forme de renversement, c'est-à-dire que ce n'est plus, en quelque sorte, le judaïsme qui éclaire la modernité, c'est au tour de la modernité républicaine de venir convoquer l'héritage d'Israël. La crise intellectuelle et morale qui caractérise donc les années 1890, je vous ai dit crise politique, mais aussi, j'ai oublié de le dire, crise intellectuelle, le moment où on remet en cause la raison, où se développe un irrationalisme, c'est pour Darmstaedter une crise analogue à celle qu'a connue l'humanité au temps d'Amos. Et la dynamique s'inverse qui justifie donc la permanence du message juif, mais qui conserve de celui-ci, et au premier titre, l'élan vital qu'il a su insuffler, dit Darmstaedter, à l'histoire humaine, à savoir la responsabilité de l'homme dans l'amélioration de sa condition. Donc, vous voyez ce qui est très intéressant, me semble-t-il. Enfin, ce que moi, je retiendrai, bon, voilà, encore une fois, je pourrais en parler très longtemps. On pourrait montrer aussi comment ce prophétisme, il vient aussi s'incarner dans l'internationalisme de celui qui fut le premier qui parla pour Dreyfus, vous savez, le publiciste Bernard Lazare, et qui était en quelque sorte anarchiste. Et à qui on doit la première étude réellement ethnologique, je dirais, du peuple juif. Ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. Donc l'idée qu'on ne peut jamais séparer, en quelque sorte, la morale et l'action. Et d'autre part, la responsabilité de l'homme dans sa propre condition, le fait qu'il soit porteur du message égalitaire de justice sociale.
Alors, Janine, je ne sais pas si vous avez encore un peu de patience pour Durkheim ou pas, mais je peux m'arrêter là, en fait, si vous voulez, parce que je ne veux pas vous ennuyer. D'abord, tu ne nous ennuies pas. Oui, enfin bon, voilà quoi. Non, je ne trouve pas du tout. Vous connaissez sans doute mieux, donc je ne veux pas non plus… Tu parlerais sur Durkheim pendant combien de temps? Rapidement. Eh bien, écoute, je crois que Bon, vous me si dites, les oui, gens oui, sont ça va être d'accord, rapide, ça va être, enfin, ça va être un peu, oui, oui, je peux faire ça rapidement. Peut-être juste voilà. 5 minutes, voilà, entre 5 et 10 minutes. Ça va parfaitement. Mais tu ne nous ennuies pas du tout. Bon, mais enfin. Donc, voilà, je voulais terminer par une réflexion sur Durkheim et vous montrer comment… Alors, vous savez que les rapports de Durkheim avec le judaïsme sont un sujet qui est très discuté. C'est-à-dire que les uns disent que donc, Durkheim a complètement éliminé en quelque sorte le religieux et en tout cas le judaïsme, et d'autres, beaucoup, enfin ils sont moins nombreux, mais essayent de rattacher quand même la pensée de Durkheim au judaïsme, et il me semble qu'ils ont raison de le faire, puisque le judaïsme occupe une place singulière dans la manière dont Durkheim construit la modernité. Et d'ailleurs, dans la manière dont il identifie, dans ses premières études, la modernité au judaïsme. Et je vous renvoie au modèle dont je parlais tout à l'heure pour la recherche du temps perdu, c'est-à-dire que si vous cherchez à voir comment le judaïsme influence directement les choses, alors sans doute vous ne le trouverez pas. Mais il faut voir comment il passe en réalité par une influence indirecte à l'intérieur de l'élaboration de schémas intellectuels. Le judaïsme, pour Durkheim, incarne le pouvoir d'intégration sociale et d'édiction des normes dévolues aux religions dans les sociétés traditionnelles. Pourtant, on va voir qu'il va faire évoluer ce modèle au fur et à mesure donc, où il conçoit cette nouvelle science qu'il appelle sociologie. Puisque Durkheim va interroger la religion dans sa dimension sociale, c'est-à-dire que lui s'intéresse, vous le savez, plus à ce qu'il appelle le fait religieux et non pas la croyance ou la vie religieuse. Et il investit donc la fonction religieuse de la capacité à comprendre en quelque sorte l'origine de la constitution des sociétés. Alors, il oppose, vous vous souvenez, les sociétés mécaniques aux sociétés organiques, c'est-à-dire les sociétés mécaniques, c'était les sociétés du passé qui se caractérisaient par une solidarité mécanique, alors que les sociétés modernes, elles, reposent sur un autre principe de solidarité qu'il dit organique. Et qu'est-ce que traduit le passage de l'ancien au moderne, du mécanique à l'organique? Rien d'autre qu'une émancipation de l'individu à l'égard des normes qui régissaient autrefois l'existence du groupe et qui s'imposaient à lui. La découverte de Durkheim tient dans le fait que, au sein des sociétés modernes, les individus n'obéissent pas uniquement à des principes abstraits. Et si vous voulez, là encore, moi, ce qui me frappe, c'est quand même, je veux dire, si on connaissait bien cette histoire, il me semble qu'on aurait quand même, peut-être, il y a des erreurs dans notre manière de penser la politique aujourd'hui que nous ne commettrions pas. Durkheim montre précisément que ce qu'ont oublié les sociétés démocratiques, qui mettent en avant la réalisation des individus et donnent tout pouvoir à l'opinion, c'est en réalité le fait, encore une fois, que les individus n'obéissent pas qu'à des principes abstraits. Et donc, tout le travail du sociologue, s'il veut corriger en quelque sorte les excès de la démocratie, consiste à combattre son individualisme et à réintégrer l'individu dans son milieu. L'instauration durable de la liberté politique et des droits fondamentaux suppose que ces sociétés démocratiques, à l'image de toutes les autres sociétés, puissent se penser
comme une forme nouvelle d'association. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est à cette forme nouvelle d'association que le judaïsme prête son histoire et plus encore, chez Durkheim, son éthique. Et c'est donc, vous voyez, par le biais de la pensée politique, de la définition de la normativité, que Durkheim réintroduit le religieux. Et c'est ce qu'on voit très bien dans la toute première étude qu'il écrit, qui porte sur la division du travail social. Alors, vous vous souvenez peut-être de ce livre. Il s'agit d'étudier à travers les statistiques du suicide la manière dont les différentes normes, les différents systèmes normatifs interviennent pour dissuader les individus de se donner la mort. Et la religion y est prise en compte d'abord du point de vue des pratiques. Donc, il fait une comparaison entre les suicides chez les catholiques, chez les protestants, chez les juifs, et il étudie la manière dont chaque religion exerce donc son emprise à l'égard des individus. Or, montre Durkheim, ce sont les juifs qui se suicident le moins. Et ça renvoie, dit-il, à une donnée objective, à savoir l'importance de la solidarité organique exercée par le groupe face à l'antisémitisme. Mais ça renvoie également à un second facteur, et c'est très intéressant, à savoir la force du rituel, dont Durkheim dit qu'il laisse finalement assez peu de place au jugement individuel. On voit donc que ce qui importe, c'est moins le contenu des rites en eux-mêmes que la force de cohésion qu'ils confèrent au groupe. Et donc, Durkheim, s'il ne considère plus la modernité comme un élément interne au judaïsme, mais comme un apport de l'extérieur, affirme en réalité que les Juifs ont su assimiler cette modernité de manière à en faire un élément de leur conduite face au monde. Et il a cette très belle phrase dans ce livre, il dit « Le juif a toute l'intelligence des modernes sans partager leur désespérance ». Et donc, ce que Durkheim entend par là, c'est que contrairement aux protestants, dont la vision du monde et la pratique est soumise au libre arbitre, les juifs opèrent une distinction entre le niveau de la pratique qu'ils assimilent à la tradition et celui de la réflexion. Donc, il y a un niveau d'intelligence de la modernité qui serait spécifique au judaïsme. En quoi? Eh bien, précisément, explique Durkheim, en ce que les Juifs ont su conserver à la fois la tradition, en l'émancipant du cadre religieux, pour l'identifier aux fonctions sociales et développer une réflexion distincte de la pratique. Donc, vous voyez que la revue de métaphysique et de morale Darmstädter avec ses prophètes d'Israël, Bernard Lazare et Durkheim, finalement, nous montrent une réinterprétation du religieux, mais non pas un religieux édulcoré, mais en montrant que la force du judaïsme, c'est précisément d'avoir su combiner le religieux et la modernité. Alors, je voudrais juste finir par une dernière remarque, toujours sur Durkheim, et sur son dernier grand ouvrage sociologique en 1912, qui porte le titre « Les formes élémentaires de la vie religieuse », et qui est en fait une étude du système totémique en Australie, où Durkheim revient à l'analyse des phénomènes religieux. Donc, encore une fois, si vous voulez dire que Durkheim ne s'est pas intéressé aux religieux, paraît un peu curieux. À travers donc cette étude sur le totémisme australien, il s'attache à la manière dont les membres d'une société hypostasient celle-ci et il s'interroge sur qu'est-ce qui se passe quand on fait société? Qu'est-ce que c'est que cette dynamique, en fait, qui fait qu'à un moment, une société se crée? Et alors là, c'est très, très curieux parce que lui qui est très rationnel, il dit, voilà, il y a une forme d'électricité qui est produite
il y a ce qu'il appelle un état d'effervescence. Et peu de temps auparavant, dans les années 1905-1906, Durkheim s'était intéressé en sociologue à la question de la guerre et à la définition de la patrie. Et ce qu'il montre, euh, Durkheim, c'est précisément que, si vous voulez, la patrie, notamment quand une nation entre en guerre, c'est le lieu du sacré, c'est le lieu où se produit cet état d'effervescence qui fait que les gens, les citoyens s'engageront dans la défense de la patrie comme dans la défense de quelque chose de sacré. Donc, si vous voulez, je vais en terminer là, mais vous voyez que, encore une fois, de Xavier Léon, Élie Halévy, Léon Brunswick, James Darmstaedter, Émile Durkheim, on voit chez les Juifs, à la fin du XIXe siècle, se dessiner, me semble-t-il, les interstices qui vont permettre aux religieux de réapparaître pendant la guerre dans des analyses savantes, donc sur la nation, sur le patriotisme, quand bien même les savants et les intellectuels s'efforcent de penser en termes laïques. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, à travers donc petits, enfin, ce petit nombre d'intellectuels juifs, c'est la manière dont le judaïsme, mais aussi plus largement le religieux, a continué en quelque sorte d'informer, de donner son cadre à la société démocratique en nous permettant de nous poser la question de ce qu'on pourrait en tirer aujourd'hui. Donc voilà, je suis désolée parce que j'ai largement dépassé la demi-heure. Dis donc, ne sois pas désolée parce que je crois que c'était passionnant, on a appris beaucoup de choses. Merci infiniment. Y a-t-il des questions? Non, tu as convaincu? Non, j'ai fatigué tout le monde. Pas du tout, je crois pas. Non, non, mais alors moi, je vais quand même peut-être poser une question, Oui. Perrine. Finalement, quand tu expliques qu'on retrouve dans la façon dont Durkheim analyse la société ou la décrit, l'importance du religieux, en fait, des traces du religieux, est-ce que tu n'as pas l'impression finalement qu'il y a, peut-être que je me trompe, hein, parce que je ne m'y connais pas suffisamment, qu'il y a une substitution de l'un par l'autre? Tu veux dire une substitution au sens d'une laïcisation ou Voilà, ouais. Non, il me semble qu'il y a un sacré qui reste. Si tu veux, si c'était qu'une rationalisation, tu sais, à un moment, il parle donc de ces états d'effervescence et il a même une formule assez bizarre, il parle d'état gazeux. Tu sais, voilà, d'atmosphère dans une société, des états gazeux au moment où on rentre en guerre ou au moment où voilà, on est pris par le patriotisme. Donc, si c'est bon, moi je me dis si c'était une simple sécularisation, ça ne serait pas, je veux dire, il ne l'aurait pas exprimé, je pense, dans ces termes-là. Et on voit bien que là, il rencontre un problème, ou là, au moins, il rencontre, si tu veux, des limites à son analyse sociologique. Il y a quelque chose. On pourrait prendre un autre exemple qui n'est pas directement lié au judaïsme, mais tu sais, quand entre les deux guerres, dans la correspondance entre Freud et Romain Rolland parle de ce qu'il appelle le sentiment océanique du moi. Le sentiment océanique du moi, c'est en fait ce qu'ont ressenti les gens quand, à l'été 1914, juste avant le déclenchement de la guerre, ils ont participé aux manifestations nationalistes. Vous savez, c'est ce que décrit par exemple Stefan Zweig dans Le Monde d'hier. Donc l'idée que vous êtes pris comme ça par un sentiment de foule dans lequel vous ne savez plus très bien dans quel état vous êtes, les limites du moi sont repoussées. Et ça, Freud le montre aussi très bien. Donc,
il y a quelque chose qui échappe à la sociologie. Mhm. Et donc, voilà, alors, pas complètement, parce que c'est aussi quelque chose qui peut se reproduire dans les différentes sociétés. Mais ça n'obéit pas à une loi. Ça n'est pas descriptible, je pense, dans les termes purement sociologiques. Il y a une main levée, Janine. Qui est-ce qui lève la main? Mais que la personne qui lève la main, Jacques Lambroso. Monsieur Lambroso, si vous voulez bien. J'ai pas vu. Monsieur Lambroso? Non, c'est pas moi qui me baladais avec ma main, non? Voilà. Monsieur Lambroso, c'est non. Bon. Bon, bah, écoute, Perrine, mille merci pour cette brillante conférence. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, où Perrine nous parlera du maranisme de Proust. Oula, formidable. C'est à quelle heure? Même heure, 8h30. D'accord, ok. Merci beaucoup, Perrine. Impeccable, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.